Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les secrets du 7e art. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers invisible mais essentiel et surtout incontournable du cinéma, l'ingénierie du son. Bruitage, dialogue, ambiance, mixage et j'en passe. Derrière chaque scène culte se cache un travail minutieux d'orfèvre du son. Et pour comprendre ce sujet, nous recevons sur notre plateau Monsieur Alassane Sanfo, ingénieur du son depuis plus de 10 ans maintenant. Il a participé à bon nombre de projets et on compte dans sa filmographie plus d'une cinquantaine de films d'auteurs de tous genres confondus. Il est également le fondateur de la structure de production dénommée Mike Cam, qui s'occupe du volet post-production audio des œuvres. Et aujourd'hui, il faut dire qu'il porte, en plus de sa casquette de technicien de son, Alassane Sanfo produit et réalise des films institutionnels, radiophoniques et documentaires. Bonsoir, Monsieur Sanfo, et bienvenue à Petit Ciné. Bonsoir, merci. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va bien. Alors, nous allons parler de l'ingénierie du son aujourd'hui sur notre plateau. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste principalement votre rôle en tant qu'ingénieur du son dans le cinéma? Alors, parlant du rôle d'ingénieur du son dans le cinéma, ça s'articule sur un certain nombre de tâches voilà, qu'on confie à l'ingénieur du son sur le plateau. C'est-à-dire, d'abord, il a pour mission d'enregistrer correctement les dialogues. C'est ça la priorité. Et après l'enregistrement des dialogues, il y a ce qu'on appelle aussi les sons seuls et les ambiances. Donc, son rôle, c'est de faire en sorte que la prise de son sur le plateau soit potable, que ce soit clair et bien à entendre. D'accord. Voilà. Et si on vous demandait de définir un son, qu'est-ce qu'un son? Je dirais que le son, c'est tout ce qui peut parvenir à notre tympan, tout ce qui peut nous parvient à nos oreilles, en fait. Voilà. Alors, et quelle formation ou parcours avez-vous suivi plutôt pour parvenir à ce métier? Disons que avant de venir dans le cinéma, d'abord, j'ai été à l'université de Ouagadougou, j'ai fait des études, un département d'études anglophones. Donc, à ma deuxième année, j'ai entendu parler de l'ISIS et je suis allé passer le test de l'ISIS. Et j'ai été reçu. Donc, toute ma formation cinématographique, notamment l'ingénierie du son, ça vient de l'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son de Ouaga. Donc, j'ai fait 3 ans de formation. La première année, c'est un tronc commun où on nous initie à presque à tous les métiers du cinéma, pas le son seulement. Parce qu'à la première année déjà, on n'est pas tout à fait apte à dire non, moi je veux faire le son parce que on te donne la latitude quand même d'expérimenter pas mal de cours, de voir pas mal de choses et après maintenant faire un bon choix. Voilà. Donc on a fait la production, la réalisation, le scénario, tout. Et à la deuxième année, on s'oriente soit en technique ou en création. Moi, j'ai choisi la technique sous les conseils d'un professeur. Et dans la technique, on a pas mal de choses. Il y a le montage, il y a la caméra, le son, voilà. Et à la troisième année, tu choisis un maintenant dedans où tu te spécialises. Et c'est là que je me suis spécialisé en son. Et voilà, la formation va continuer jusqu'à sur le terrain, puisque à l'école, il y a ce qu'on t'apprend et il y a ce que aussi les réalités de la vie aussi t'apprennent. Donc, après l'école, on a fait quelques stages auprès de certains aînés, certains grands frères. Donc, on a appris davantage et au fur et à mesure, les gens ont commencé à nous faire confiance et ils ont commencé à nous confier des projets. Voilà. Est-ce que n'importe qui peut devenir ingénieur du son? Est-ce qu'il faut forcément suivre un parcours professionnel à l'école comme vous avez fait l'ISIS ou bien quelqu'un peut juste apprendre sur le tas et devenir ingénieur du son? Alors, un parcours professionnel, est-ce que n'importe qui d'abord peut devenir ingénieur de son? Non. Quand vous dites n'importe qui, je dis n'importe qui déjà, c'est péjoratif. Voilà, ça dit que même un fou, un inconscient, voilà. Donc, tout le monde ne peut pas faire du son. Pour faire du son, comme tout autre métier d'ailleurs, il faut déjà ce qu'on appelle la passion. Il faut aimer la chose d'abord. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu vas rentrer dedans, tu vas trouver ça ennuyant, angoissant. À un moment donné, tu ne vas pas pouvoir te donner à fond. Mais quand on aime, on se donne les moyens nécessaires pour y aller à fond
afin de donner le meilleur de soi-même. Voilà, donc pour moi, pour devenir un ingénieur du son, la base, c'est la passion. Il La faut passion. aimer d'abord la chose et le reste, on peut résoudre. Ensuite, la formation Oui, quand on aime, on va chercher à se faire former. Voilà, c'est ça. pour apprendre davantage. Voilà, pour apprendre davantage. Et la formation, c'est pas qu'à l'école seulement. Voilà, moi, j'ai croisé des collègues qui n'ont jamais mis pied dans une école de cinéma et qui ont appris aussi sur le tas parce qu'ils aimaient, ils se sont améliorés. Et après, ils se sont bien sûr perfectionnés à travers des stages et autres, tout ça. Voilà. Donc, l'école se situe à plusieurs niveaux. Quand tu as les moyens, ben, tu pars dans une bonne école pour te former. Si tu n'as pas les moyens, tu ne vas pas renoncer aussi à ta passion. Il faut te battre, mais autrement. Voilà, C'est vrai. c'est ça. Et à quel moment intervenez-vous dans la création d'un film? Est-ce avant, pendant ou après le tournage? D'abord, quand on dit ingénieur du son, les gens voient tout de suite la technique. Mais moi, je vais faire partie de cette vague de techniciens qui va se battre pour faire valoir d'autres droits des techniciens. Qu'on connaisse au technicien aussi son apport dans la création d'un film. Parce que pour qu'il y ait un film là, il faut que des gens réfléchissent à tous les niveaux. Alors, l'ingénieur du son, il intervient presque à tout moment. D'abord, il y a un projet de film émis par un réalisateur ou une production, on le contacte, on lui fait part du film, du projet du film. Il voit peut-être la thématique, c'est intéressant, mais il ne va pas forcément dire non, je n'aime pas le thème, je ne travaille pas, parce que lui, il travaille pour de l'argent et il aide déjà à matérialiser le Et rêve. est-ce que l'ingénieur du son doit remettre en cause en fait le thème, puisque lui ne fait que le son? Oui, il y a des gens qui le font. Il y Ah, a des gens qui le font. Tu peux, par exemple, faire un film qui traite de l'homosexualité. Moi, par rapport à mes convictions, je peux décider de ne pas travailler sur ton film. d'accord. C'est un exemple. Ok, ok. Voilà. Donc, l'ingénieur du son, lorsqu'on le contacte, on fait part de la thématique ou peut-être ça peut parler aussi du politique et vous avez peur de politique. Tu vois, il y a plusieurs trucs qui rentrent en ligne de compte. Et on lui donne, s'il est d'accord pour le thème, on discute du contrat, on lui donne aussi un scénario. Il va lire le scénario pour davantage comprendre l'histoire et décortiquer tous les défis techniques qu'il y a dans le scénario. Il va faire ce qu'on appelle à son niveau un dépouillement technique pour faire ressortir tous les outils techniques qu'il doit utiliser pour faire son film, les micros, les types de micros qu'il faut utiliser, les différents décors sur lesquels on va utiliser. Est-ce qu'on n'aura pas un problème de son? Est-ce qu'il n'y a pas un maquis à côté? Il n'y a pas une grosse route? Est-ce qu'on n'est pas à côté d'une église? On n'est pas dans la forêt avec trop de grillons? Voilà, il y a plein de défis comme ça. Donc, par rapport à tout ça, il va essayer de donner son avis Sur le scénario. sur bon, pas sur la construction du scénario, mais sur certains aspects techniques qui pourraient améliorer. Donc, il donne son avis. Il va dire, bon, vous avez choisi tel décor. Moi, je pense qu'à mon niveau, ça va être un peu comme ça. Je préfère qu'on trouve un autre truc. Donc, on discute. En fait, c'est ça aussi, les échanges artistiques entre l'ingénieur du son et puis le propriétaire du projet. Donc, on discute, on trouve un commun accord qui va arranger tout le monde, pas pour arranger uniquement l'ingénieur du son, mais pour arranger aussi au niveau de la réalisation et de la production. Parce qu'il y a l'argent qui rentre, l'autre aussi, au niveau de la création, réalisation, il veut quelque chose de bien. Toi aussi, tu veux faire un travail qui va toujours valoriser ton nom. C'est Vous ça. voyez un peu. Donc, vous trouvez un point commun et en fin de compte, si vous trouvez le lieu idéal, c'est tout le monde qui en sort heureux. Et pendant le tournage, qu'est-ce que vous faites exactement? Pendant le tournage, c'est ce que j'avais dit un peu en amont, c'est-à-dire pendant le tournage, vous vous occupez de l'enregistrement des dialogues. C'est ça pendant le tournage. Donc, la priorité est mise sur les dialogues, comment enregistrer correctement les dialogues. Et après ça, il y a ce qu'on appelle les sons sur les ambiances que vous faites aussi sur le plateau de tournage. Votre travail, c'est de bien prendre le son pour qu'il n'y ait pas de déchets, de bruit parasites. Voilà. Comme ça, quand le son est bien pris sur le plateau, quand vous partez à la post-production, au lieu de corriger le son, vous ajoutez des choses au son pour donner encore plus de grandeur au film. Après le tournage, est-ce que vous intervenez? Je peux intervenir comme ne pas intervenir parce que le contrat
Une fois que vous signez le contrat avec la production, ça peut être lié seulement à votre travail sur le plateau seulement comme ingénieur du son. Tout comme vous pouvez signer aussi deux contrats, c'est-à-dire il y a le tournage et aussi ce qu'on appelle la post-production du son. Là, on a le montage, son, le mixage, la Donc, post-synchronisation. tout dépend du contrat. Voilà, tout dépend du contrat parce que ce n'est pas la même casquette. Ah, d'accord. Je ne peux pas faire un film sur le plateau et après, tu vas m'appeler de venir continuer en faisant le montage. Non, ce n'est pas le même contrat. Si tu m'appelles, je viens, on discute d'un autre contrat et je travaille. Tout comme il y a des ingénieurs du son, eux, c'est uniquement sur le plateau de tournage. Ils n'interviennent pas à la post-production. Attends. Et vous avez aussi des ingénieurs du son qui sont Une- uniquement à la post-production, qui n'interviennent pas sur le plateau. Il y en a qui font les deux. Donc, c'est des casquettes différentes. D'accord. Voilà. Mais quel outil utilisez-vous pour capter le meilleur son possible? Quel outil? C'est des micros. Le micro. Voilà. Et Comme ça, par exemple? oui, oui, ça, on est sur un plateau actuellement et ce que j'ai porté, c'est un micro cravate. Voilà, c'est un micro-cravate. Ça permet de capter le son, de capter ce que je suis en train de dire. Donc, c'est juste un exemple comme ça. Et le type de micro dépend de l'ingénieur du son. C'est lui qui va décider du type de micro qu'il veut parce qu'il y a plusieurs types de micros en fonction de leur sensibilité. Oui. Non, moi, je pensais qu'on utilisait juste la pêche pour capter le son. Oui, la perche est nécessaire, mais il n'y a pas que la perche. Ah, Il y d'accord. a les micros HF. Et même à l'intérieur de la perche, c'est un micro qu'on place. Et ce n'est pas le même micro partout. Le micro qui est dedans va dépendre de l'ingénieur de son qui va travailler. C'est lui qui fait le choix de son matériel. Moi, même si je suis ingénieur de son, je ne peux pas aller trouver, par exemple, une équipe en train de travailler et puis je pars, par exemple, imposer. Non. Lui se sent bien avec un type de matériel, ce n'est pas forcément chez moi. Donc, chacun travaille avec ce qu'il pense être bien pour lui donner la qualité nécessaire. Donc, vous faites avec ce qu'on vous propose sur le plateau. Non, pas forcément. Pas Je ne forcément. fais pas avec ce qu'on me propose. C'est-à-dire, on peut me proposer et si ça peut faire le travail, je ne fais pas de problème, je travaille avec. Mais si on me propose un truc qui ne peut pas faire ce que je veux, je refuse. Mais souvent, on voit sur les plateaux une sorte de console que vous utilisez pour ajuster le son. Qu'est-ce que c'est? C'est Je ne sais une, pas si c'est l'appellation comme ça parce que je ne sais pas. oui, c'est une console. C'est une console. Ok. Voilà, mais une petite console. Voilà, c'est une console en miniature. Et on l'appelle de façon familière mixette. Ok, mixé. Voilà, donc à l'intérieur, on a des préamplis qui permettent en fait, parce que le signal donné par le micro est faible. Voilà, il est faible, il est de l'ordre du millivolt. Donc, il faut un appareil comme ça, une mini console, pour pouvoir recueillir ce signal-là, l'amplifier, le traiter un peu avant maintenant de l'enregistrer et ensuite envoyer à la post-production pour beaucoup plus de traitement. Est-ce que vous Voilà. modifiez la voix des gens? Pas déjà, Pas de... pas déjà sur le D'accord. plateau. Sur le plateau, si tu t'amuses à modifier la voix des gens, tu vas donner des problèmes à celui qui va faire la post-production. Ah, d'accord. Voilà, tu enregistres les voix de façon naturelle, de façon claire possible sur le plateau. Maintenant, à la post-production, on peut s'amuser à donner les effets, les couleurs qu'on veut. Voilà. D'accord. Oui. Alors, mais quelle est la différence entre un son direct et un son recréé en post-production? Un son direct, c'est un son qui se prend sur le plateau de Sur le tournage. plateau, oui. Voilà. Et le son recréé en post-production, c'est ce que je disais tantôt, la post-synchronisation. Par exemple, vous pouvez tourner une scène où des acteurs ont raté leur texte, Ok. ou du moins, l'ingénieur du son qui a fait la prise du son là, il a raté son travail. Ça dit que vous n'arrivez pas à comprendre vraiment ce que les acteurs disent. C'est sous-modulé, comme on le dit. Ou encore, c'est surmodulé. Ça sature, c'est désagréable, on ne peut pas écouter. Surmodulé en français facile pour ceux qui ne comprennent pas. Surmodulé, c'est saturé. Saturé. Saturé, quand le son est trop fort, et ça distord le signal, on ne peut pas, ça agresse les oreilles. Donc, du coup, il faut aller faire ce qu'on appelle une post-synchronisation. Ils viennent en studio et là, vous mettez leurs images là et ils reprennent les textes
en respectant les... Comme un doublage, en fait. Voilà, c'est comme un doublage. Ils se doublent eux-mêmes. Voilà, c'est D'accord. comme ça, ouais. Là, c'est compréhensible. Et est-ce que pour une réalisation du film, par exemple, vous travaillez en étroite collaboration avec le réalisateur ou le monteur du son? Si oui, comment ça se passe? J'aime beaucoup travailler en complicité avec le réalisateur. Souvent, les gens trouvent même sur le plateau que j'exagère ou bien que j'essaie de gamma, comme on le dit, un réalisateur pour être son pote. Mais c'est des techniques de travail. Voilà, parce que moi, quand m'engage comme un ingénieur du son, ce que je me dis, c'est que j'ai la mission d'aider quelqu'un à matérialiser son rêve. Vous voyez un peu, c'est pour ça qu'il m'a appelé. C'est pour ça qu'il me paye. Et je dois être honnête avec mon travail. Je dois sincèrement l'accompagner dans l'aboutissement de son projet. Donc, j'ai créé ce rapport de proximité entre le réalisateur et moi. J'essaie de le comprendre et je lui fais même des suggestions et pour ne pas qu'il soit surpris sur certaines choses, tout ça. Et ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Donc, ce qui fait que il faut créer une bonne entente, en tout cas, entre toi, technicien, et le réalisateur. Il faut que vous vous compreniez. Même si le réalisateur à la veille, et toi et le réalisateur à la veille, vous vous êtes battus quelque part, quand vous arrivez sur le plateau de tournage, il faut oublier tout ça. Il faut oublier tout ça et regarder l'intérêt du projet qui est devant vous et travailler en complicité pour que ça aboutisse. Et le monteur son? Le monteur son, non, quand je travaille, je ne pense pas trop au monteur son parce que on n'est pas à ce niveau. Et lui et moi, on n'a pas... Oui, oui, on n'est pas encore... Plus c'est des niveaux, c'est des stades de travail. Moi, je suis sur le plateau, lui, il est à la post-production. Maintenant, s'il y a un problème particulier, je peux l'interpeller pour dire que soit j'enregistre dans tel système, est-ce que toi, ça t'arrange? Vous voyez un peu? Voilà, parce que le truc aussi, c'est de faciliter le travail Du monteur après. C'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre la relève, il faut lui faciliter le travail. Quand tu lui facilites le travail, il t'a dans la tête, il pense toujours à toi et c'est toujours un plaisir pour lui de travailler avec toi. Donc, moi-même, je suis déjà monteur son. Donc, ça fait que quand je suis sur le plateau, je travaille, je pense aussi à, comment on appelle ça, à comment le travail va se passer après. Il y a des choses, je sais qu'on peut laisser passer, il y a des choses, je sais qu'on ne peut pas laisser pas. passer, voilà. Alors, vous avez dit tantôt que vous faites des ambiances sonores. On va, par exemple, on peut faire des ambiances de forêt, de ville, de tempête, et j'en passe. Alors, comment ça se crée, ces ambiances sonores? C'est de façon naturelle, on ne les crée pas, on les enregistre tout simplement. Donc, c'est à l'ingénieur du son, en fonction de ce qu'il veut comme ambiance, là, qui choisit les différents lieux pour aller faire son ambiance. Je peux dire que je veux une ambiance de marché. On va me proposer le marché de Tengango. J'arrive, j'écoute. Je trouve que le marché de Tengango ne me donne pas l'ambiance que je veux vraiment. On m'amène à Tangenda Souri. J'y arrive, je dis, ah, c'est ça que je voulais. J'enregistre. Donc, les ambiances, c'est en fonction de ce que l'ingénieur, il veut. Voilà. Mais il ne le fait pas forcément pour dire que non, il va aller demander d'abord au monteur son et puis il va... Non, 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 non. Il y a, comment on appelle ça, toute une méthodologie de travail que lui connaît par rapport à son travail et qu'il respecte. Voilà. L'autre peut prendre et il peut trouver que les ambiances ne sont pas assez et il va aller faire d'autres pour ajouter ou bien il va demander à ce que ce même ingénieur nous fournisse d'autres types d'ambiance pour qu'il puisse ajouter. Parce que c'est ça aussi, le travail de monteur son. Tu n'as pas tout devant toi. Il faut souvent sortir, chercher d'autres sons, venir compléter. Mais souvent, on voit des ambiances qui sont créées, par exemple, quand ce sont les dessins animés, bien sûr, ça, c'est les le bruitage. ambiances. Oui, ah, ok, ça, c'est le bruitage. Voilà, ça, c'est du bruitage. Et dans les pays développés, il y a de gros studios faits pour ça. Pour ça. Mais ici, nous n'avons pas encore... On est en train de bien évoluer. Hein. Ça, j'apprécie tout ce qui se passe parce que ça évolue bien. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Donc, mettez-vous en tête qu'on arrivera un jour à un stade où on aura des studios à Ouaga où on ne fait que du doublage ou encore des bruitages. Voilà, on met votre film et tous les petits sons qui manquent là, il y a un ingénieur quelque part et qui crée tout ça.
Alors, je le disais tantôt, vous avez participé à plusieurs et différents projets de renom, à savoir des films de fiction, documentaires et séries, et en tant qu'ingénieur de son. Et on peut citer par exemple Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté, qui a remporté d'ailleurs le Talon d'or des Guiniga au FESPACO 2025, La Traversée, qui est un long métrage de fiction de Irène Tassavedo. Les trois films de Boubacar Diallo, je cite Les épines du Sahel et Le bonheur de Modibo et Fabiola. Tu me prends pour qui de Omar Dayan, Vieux père réalisé par Marine Deroyer, Sankara n'est pas mort est un documentaire réalisé par Lucie Viver, Waga Love de Guy Désiré Yamiego, De plus en plus loin de Hervé Erika Lengani et Fabien Dao, et bien d'autres films. Malheureusement, on ne peut pas tout citer ici, la liste est très longue. Alors, dites-nous, comment s'est faite la rencontre avec ces grands noms de cinéma? Alors, j'ai commencé par le bas comme tout le monde, hein, même si je ne suis pas encore arrivé. Voilà. Mais la petite position que j'ai actuellement, là, j'ai commencé par une position encore plus basse. De base. Voilà. Donc, à l'école, on s'amusait déjà à travers les travaux dirigés là, à faire des petits films, des exercices. Il y avait cette vague de cinéastes qui ne faisaient pas forcément des films d'auteur, mais des films populaires. C'est-à-dire qu'un cinéma, un genre de cinéma pour la population à travers des faits de société et autres, tout ça. Et ça drainait du monde dans les salles. Il faisait vivre les salles à l'époque. Ce qui m'importait, c'était de faire valoir ce que je pouvais faire et de quitter un point A pour aller à un point B. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Oumar Dayan, mon tout premier film long métrage quand même avec un réalisateur burkinabé qui a eu du succès. C'était Tu me prends pour qui Oui, avec Oumar c'est Dayan. vrai. On a tous suivi ce film. Voilà. Donc, ce film a eu vraiment du succès en salle et le son était bien. Du coup, tout le monde cherchait à savoir, mais qui sont ceux qui étaient dans ton équipe? Donc, c'est ça qui vous a lancé. Je dirais un peu oui. Ah, ok. Voilà. Donc, à côté de ça, il y avait son ami Ibrahim Olokunga. Quand il a vu la qualité, lui aussi, il a voulu que je travaille sur son film. Donc, il y avait euh, ma mère ou ma femme qu'on avait fait avec lui aussi. Par la suite, il y a eu d'autres. Et donc, c'est parti comme ça, au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Et comment vous vous sentez lorsque vous vous dites déjà que c'est vous qui avez réussi en fait un tel exploit en apportant votre touche à chacun de ces films et surtout celui de Katanga, la danse des scorpions. Et on sait que ce film a remporté d'ailleurs le Talon d'or de Yeniga en cette année. Oui, Qu'est-ce que bon. vous vous dites au fond de vous? Non, ce qu'on ressent dans une telle situation, c'est un sentiment de fierté, de... on est heureux. On est heureux participé, d'avoir participé à la réussite d'un film, d'avoir donné aussi de sa contribution, aussi modeste soit-elle, voilà, pour que le projet réussisse. C'est le plus grand prix qu'un technicien peut avoir. Vous voyez un peu la reconnaissance à travers la réussite d'un film. Quand on associe ton nom à un film pour dire que ah, c'est grâce à ces techniciens, et voilà, la conjugaison de tous leurs efforts qu'on a abouti à ça. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que l'ingénieur du son parce que c'est tout le monde. C'est un travail d'équipe. Eh oui. Voilà, donc ce serait s'enorgueillir ou de l'ego que de dire non, voilà, grâce à moi, grâce à moi. Non, 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 non. Donc, c'est juste un maillon parmi tant d'autres. C'est un travail d'équipe. Voilà. Si le son a été bon, c'est parce qu'il y avait un réalisateur qui était là, qui comprenait l'importance du son et qui nous facilitait le travail. Il y avait un producteur qui comprenait, qui nous a donné permis d'avoir le matériel qu'il fallait. Il y avait des techniciens, des collègues qui comprenaient. Quand on dit non, il ne faut pas faire du bruit, voilà, il faut m'aider avec ça. Voilà. Donc, Tout le monde a tout le participé. monde a participé. D'accord. Mm. Alors, avez-vous déjà rencontré des défis techniques inattendus sur un tournage? Des défis techniques inattendus. Il y en a. Même demain, il y en aura. Ok. Faut pas, tu ne peux pas travailler et dire que non, c'est fini, je suis arrivé à un niveau où je ne peux pas avoir de défis techniques. C'est pas possible. Même ton propre équipement que tu travailles tous les jours là, Ça peut ça te peut lâcher. te lâcher pendant un tournage. Si ça te lâche,
tu fais comment? Il faut que tu répares ou que tu ailles trouver une solution ailleurs. Pendant ce temps, vous n'allez pas gâcher la journée. Il faut que tu trouves quelque chose ou une stratégie pour pouvoir continuer avant de pouvoir gérer. Et quand c'est comme ça, vous faites comment? Non, quand un problème technique survient, tout le monde sait que ce n'est pas de la faute au technicien. Il y a des choses qui relèvent de la compétence du technicien, tout comme il y a des choses qui ne relèvent pas forcément de la compétence du technicien. Et ça, tout le monde le sait. Donc, dès l'apparition du problème d'abord, on peut déceler tout ça et on accorde du temps au technicien pour résoudre son problème et puis on avance. C'est comme ça. D'accord. Et parmi vos projets auxquels vous avez participé, quel est le projet qui vous a le plus marqué durant votre carrière? Le projet qui m'a le plus marqué durant ma carrière, c'est bien évidemment Katanga. Voilà. Parce qu'il a remporté les Talons d'or de Uniga, c'est ça? Oui, parce que c'est un grand honneur que de participer à un film qui remporte un tel prix. Les Talons d'or de Nilinga, c'est pas un petit prix. Et c'est rien que ce seul film-là, tu mentionnes ça dans ton CV, les gens n'ont pas envie de regarder le reste. Ah bon? Non, c'est une façon de parler pour dire que ce seul film, pour dire que non, tu as participé à ce film, tu as fait le son de ce film, ça même suffit déjà pour que les gens te fassent confiance. Je ne sais pas si vous comprenez Oui, ça. je comprends, je comprends. Voilà, parce que beaucoup ont vu le film, beaucoup ont entendu parler du film. En parlant, est-ce que grâce à ce film, vous avez eu des collaborations à long terme peut-être? Est-ce qu'on vous a contacté pour des projets à venir grâce à ce film? Bien sûr, je vais pas parler de mes projets, mais il y a même un projet que je vais entamer dans quelques jours. Voilà, Vous ne dites rien. voilà, Vous ne dans le quelques faites jours et je sais que la personne a été influencée par les pas résultats Katanga. de Katanga. Donc, c'est ça aussi. Souvent, quand on dit, quand tu es sur un projet, il faut te donner à cœur, il faut travailler sincèrement, il ne faut pas tricher avec ton travail. La récompense peut ne pas venir immédiatement sur le plateau, mais si le projet réussit, le projet peut être un tremplin pour l'ouverture de plusieurs autres portes. Vous voyez un peu? Et des contrats auxquels tu ne t'attendais pas. Voilà. Alors dites-nous, Monsieur Sanfo, est-ce que vous avez une anecdote à partager avec nos internautes sur un tournage particulier? OK. Une année, j'ai été embauché périodiquement pour le tournage d'un film institutionnel. Je devais faire le son et on devait voyager, aller à Zorgo, de Zorgo, on revient sur Ouaga, ensuite on part à Dori, de Dori, on part à Djibo. Alors, après l'étape de Dori, nous avons pris la route pour Djibo. Donc, on était dans une 4x4 pick-up là, avec tout le matériel derrière. Et malheureusement, chemin faisant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le véhicule a fait tonneau. Ah bon? Ouais, le véhicule a fait tonneau et le véhicule s'est renversé plus de 2 fois comme ça. Mais heureusement, personne n'était blessé. Tous ceux qui sont venus voir le véhicule se demandaient si c'est nous, on était vraiment dans le véhicule. C'était vraiment une grâce divine ce jour-là. Mais mon matériel, il y a une partie de mon matériel qui était atteint, bousillé en fait. Et à l'époque, je louais le matériel et il y avait un casque. Le casque que j'utilisais était foutu carrément, on ne pouvait pas l'utiliser. Alors, vu que nous, on était sains et saufs, on n'a pas voulu retourner sur Ouaga parce que quand on a appelé à Ouaga pour dire qu'on a fait un accident, ils nous ont dit non, prenez un véhicule sur la route rapidement, rentrez sur Ouaga, on annule la mission. Nous, on a dit on est venu pour une mission, on n'est pas mort, on va terminer la mission avant de rentrer. Mais sans Donc, matériel. voilà, il y avait la mixette, était toujours là, le D'accord. micro, ça fonctionnait. C'est juste le casque Le casque. qui ne Mais fonctionnait est-ce pas. que sans casque, on peut travailler? J'ai travaillé sans casque. C'était ça que je voulais pas dire à l'équipe, non, on n'a pas de casque, donc on annule la mission effectivement et on rentre à Ouaga. Et connaissant le matériel, je sais comment le matériel il réagit, tout. Donc, je faisais le son sans casque, les interviews sans casque et j'utilisais mon oreille comme ça. Je sais que par expérience, quand quelqu'un chuchote à côté, ça peut rentrer dans mon micro
quand quelqu'un tape quelque chose à côté, les gens me regardaient et ils riaient, mais j'arrivais à isoler les bruits parasites là comme ça et je faisais mes interviews. Même les bruits lointains, parce qu'on dit que le casque aide à repérer les bruits. Oui, quand c'est trop loin, ça ne dérange pas trop, ça fait partie de l'ambiance. Il suffit de bien placer ton micro et tu as une bonne présence de la personne qui parle. Alors, comme je le disais en introduction, vous avez mis en place une structure de production dénommée Mic Cam qui s'occupe du volet post-production des œuvres audio. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce projet? Mike Cam est né d'abord d'une volonté d'entreprendre moi-même parce que quand je partais à l'ISIS, mon premier choix, c'était pas de devenir ingénieur de son. Je ne savais même pas tout. Je connaissais même pas le cinéma quand je partais à l'ISIS. Moi, j'étais un passionné de la musique. Donc, je voulais être musicien et les clips vidéo et tout ça. Moi, tout ça, ça me passionnait. Donc, quand je partais à l'ISIS, c'était pour être monteur et réalisateur de clips vidéo. Voilà. Donc, il y avait cette ambition, cette volonté d'entreprendre là. Et une fois sur le terrain aussi, tu finis de travailler sur un projet, on te demande de faire une facture. Tu n'as pas de numéro IFU, on te prélève 25%. Et 25% sur le cachet d'un technicien ici, on voit ce que ça fait. Ah, il ne l'est pas. Noir. Ouais. Voilà. Au final, on s'est dit, mais pourquoi ne pas prendre soi-même un numéro IFU, comme ça, tu ne déranges plus personne et tu commences à t'organiser. Voilà, c'est comme ça que j'ai pris le numéro IFU et l'entreprise est créée. Et quand on met un enfant au monde, il faut lui donner l'éducation qu'il faut. Il faut mettre tout ce qui va à côté, va avec pour qu'il grandisse normalement. Donc, c'est ce que j'essaie de faire pour que mon bébé grandisse. Ouais. Elle a été créée en quelle année? C'était en 2017. Voilà, Et 2017. qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, à l'intérieur, à la base d'abord, c'est un studio, comme on l'a dit, de montage et de mixage de films en stéréo. Alors, vu que on ne peut pas avoir tout le temps des projets, voilà, rentables parce que tu crées une maison de production, il faut que tu prennes un local, tu payes les impôts, tout ça. Donc, si tu n'as pas assez d'activités, tu ne peux pas faire face à toutes ces dépenses-là. Donc, ce qui m'a amené aussi, comme j'ai les mêmes droits que les autres maisons de production, à postuler aussi pour d'autres marchés. Les appels à projets, je dépose quand j'ai le temps, je dépose des appels à projets. Donc, je fais des films institutionnels, j'initie des projets personnels. Donc, il n'y a pas que le son seulement qu'on fait à l'aide de l'heure, mais le son est la base. Donc, montage, mixage, post-synchronisation, doublage. Voilà. Alors, mais pourquoi avez-vous choisi également de vous lancer dans la production et la réalisation? On sait que vous êtes ingénieur de son à la base. Pourquoi avoir choisi? Alors, comme j'ai dit, les films institutionnels, euh, si tu as réussi à un appel à projet où le budget n'est pas assez, tu peux pas engager une grosse équipe. Il faut que l'équipe soit Minime. minime et que vous puissiez aussi donner du bon boulot. Voilà. Donc, deux fois, vu que j'ai appris la réalisation à l'ISIS, donc c'est des trucs où moi-même je peux réaliser, je réalise. Donc, en gros, c'est pour diminuer vos dépenses. Voilà, diminuer les dépenses. Mais il y a des projets aussi où je fais appel à des collègues pour venir, voilà, réaliser. Et la caméra, je ne vais jamais faire la caméra moi-même. C'est quelqu'un d'autre qui fait la caméra. Il y a quelqu'un qui fait la régie. Même le son, je ne fais pas le son. Si je décide de réaliser, je reste juste au niveau de la réalisation. J'appelle quelqu'un d'autre pour faire le son. Voilà. En 2023 et en 2025, vous avez été primé à la cérémonie de la nuit du cinéaste et vous aviez reçu le prix du meilleur son. Qu'est-ce que ces prix représentent pour vous? Pour moi, ces prix, c'est comme le résultat de plusieurs années d'espérance, de plusieurs années de passion. Il y a une satisfaction à l'intérieur de toi quand tu te dis que les petits efforts, tu te débats à ton côté et il y a des gens à côté quand même qui t'observent, qui t'apprécient. Ça fait plaisir, quoi. C'est ça.
Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'instant T? Est-ce que vous vous êtes dit, ah, j'ai enfin réussi, c'est pourquoi j'ai réussi, j'ai réussi, en fait, c'est deux plis, ou bien vous vous êtes dit, non, ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement pour moi. Pour moi, pour moi, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Mais je ne suis pas encore arrivé parce que je connais ce domaine, je connais ce métier et je vois ce qui se fait ailleurs et autres, tout ça. Je vois ce qu'on fait aussi. Si on est arrivé, je sais si on est arrivé. Si on n'est pas encore arrivé, je sais qu'on n'est pas encore arrivé. Et il y a encore du chemin à faire. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis à un stade où c'est là même que je dois me mettre encore plus au sérieux, ne pas m'amuser avec mon travail. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui te font confiance. Voilà. Si on t'a donné ces prix, ça veut dire que quelque part, on reconnaît quelque chose en toi, on te fait confiance, on compte sur toi. Donc, il ne faut pas décevoir les gens. Il faut continuer sur la bonne voie et proposer d'autres choses. Nous allons parler maintenant de l'enjeu de l'ingénierie du son. Alors, comment vous voyez l'avenir de votre métier avec l'évolution des technologies et surtout de l'intelligence artificielle? Avec l'intelligence artificielle. Bon, moi, je trouve que le cinéma, quoi qu'on dise, le cinéma, ça va toujours exister jusqu'à la fin du monde. Il y aura toujours du cinéma. Peut-être des métiers vont prendre un coup, mais le cinéma va toujours exister de façon générale. Concernant l'ingénierie du son, par exemple, prendre un son sur le plateau de tournage, ben, une machine ne peut pas réfléchir à ta place. Vous voyez un peu comment je veux, et ce que je veux dire. Une machine ne peut pas réfléchir à votre place, comment placer le micro, comment faire certains trucs. Mais on voit l'intelligence artificielle qui fait des doublages de Oui, films et tout. oui, l'intelligence artificielle fait du doublage, mais la voix du robot et la voix de l'homme, il y a toujours une différence, ça ne peut pas être la même chose. Même les Blancs qui ont conçu ces programmes, eux-mêmes, ils n'exagèrent pas là-dessus comme nous, on le fait souvent ici. Donc, vous ne pensez pas que ça pourrait impacter votre métier? Ça impacte un peu, mais ça ne va pas remplacer totalement. Pour moi, il faut allier les deux. Associé. Voilà, il faut associer. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi évoluer avec ton temps et te remettre à jour. Ce que l'intelligence, moi j'utilise de l'intelligence artificielle au studio. Il y a plein de possibilités. Donc, je trouve que ce n'est pas des choses que aussi il faut refouler. Non, au contraire, Il ne faut on pas ne avoir peur de faut pas avoir l'intelligence. peur de l'intelligence artificielle. Il faut l'associer et ça te fait grandir. Voilà. Quelqu'un qui connaît son métier, qui utilise l'intelligence artificielle pour travailler, c'est différent de quelqu'un qui ne connaît pas Qui le vient métier. remplacer son métier avec Voilà. l'intelligence. C'est pas là, c'est pas le même rendu. Tout compte fait, la machine ne va pas réfléchir à ta place. Et le monde de demain appartient à ceux qui vont vraiment remuer les ménages, vraiment faire preuve d'imagination. C'est ça le monde de demain. La technique, ce n'est plus trop un souci. C'est beaucoup plus l'expérience des gens dans les choses, leur capacité à créer, à imaginer qui va faire la différence. D'accord. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite devenir ingénieur du son dans le cinéma, comme vous? OK. Est-ce que je suis vraiment un exemple? Oui. D'accord. Ce que je pourrais donner comme conseil à mes jeunes frères qui veulent embrasser ce métier, il faut aimer d'abord ce métier à la base. Il faut de la passion. Et c'est comme un peu partout. Quand on te met à un poste donné et que tu n'as pas vraiment quelque chose qui te relie à ce poste-là, tu sens, tu souffres. Tu souffres et tu n'arrives pas à apporter quelque chose de constructif là où tu es. Mais quand tu aimes, les difficultés, les souffrances qui sont autour là, toi, les gens voient que tu souffres, mais toi, au fond, tu trouves que c'est amusant. Tu ne sens pas la douleur. Il faut aimer Il faut ce que aimer. tu Il fais. faut aimer d'abord. D'accord. C'est la première des choses. Tu aimes d'abord et ensuite, tu mets les moyens qu'il faut pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. Mais j'aurais appris que l'ingénierie du son fait partie des métiers du cinéma où il y a l'argent. Est-ce que c'est vrai? Dire que c'est un domaine où il y a l'argent, c'est trop dit. C'est trop dit. Je ne peux pas aussi dire que c'est un domaine où il n'y a pas l'argent parce que tout dépend aussi des productions que vous avez sur place. Un ingénieur du son vivant à Ouaga, c'est différent d'un ingénieur du son, par exemple, vivant
à Dakar, un ingénieur du son vivant à Abidjan, vivant à Johannesburg, vivant à Alger, à Paris, à New York, parce que ce n'est pas les mêmes réalités de production. Voilà. Il y a des milieux où c'est bien payé. Il y a des milieux où vous n'avez pas assez de soutien aussi. Donc, les gens font avec les moyens de bord, ils travaillent avec les moyens de bord. Peu importe ton titre, tu ne peux pas exiger qu'une production aille au-delà de ses moyens pour te mettre à l'aise. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Sinon, voilà. Alors, nous avons une dernière question avant de passer à la rubrique coup de cœur. Si vous devriez définir votre métier en un mot ou en une émotion, lequel choisiriez-vous? La passion. La passion, tout simplement. Ouais, passion. Et maintenant, place à la rubrique où l'on partage nos plus belles découvertes. Coup de cœur. Alors, dites-nous, quel est votre coup de cœur dans le milieu du cinéma? Alors, mon coup de cœur pour le cinéma burkinabé, de partant le cinéma africain, c'est qu'on revoie d'abord le statut du technicien. Oui, qu'on améliore le statut du technicien burkinabé, qu'on revoie les cachets, qu'on paye correctement les techniciens, les comédiens, tout. Et qu'il y ait plus de production. Parce que nous avons des problèmes de production dans nos pays actuellement dû à tout ce qui se passe. Il faut que l'État, Précisément au Burkina. précisément au Burkina, il faut que l'État y mette du sien. Il faut qu'on aide ce secteur-là parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'argent et c'est un métier qui demande beaucoup de subventions. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de subventions pour pouvoir travailler, mais nous, tant qu'on n'a pas de subvention, de financement, on ne peut pas travailler. Donc, dans une situation comme ça, comme celle qu'on vit, la situation de crise, tant qu'on ne nous aide pas, ça va être compliqué. Et aider pas les techniciens, le cinéma, c'est pas forcément le cinéaste qu'il faut voir, mais c'est la culture aussi qu'il faut voir. Si les cinéastes ne sont pas bien, c'est la culture du Burkina qui va mal se porter et qui va mourir par la D'autant suite. plus qu'on organise le FESPACO. Exactement. Donc, on a besoin beaucoup plus de soutien, beaucoup plus de production pour que le cinéma continue de vivre. Que nos réalisateurs, nos producteurs fassent beaucoup plus de films qui font la promotion de notre culture, de notre identité. C'est ce qui va nous rendre vraiment compétitifs à l'échelle internationale. Voilà. Quand vous vous retrouvez sur un marché où il y a plusieurs pays qui sont là avec des œuvres différentes, ce qui va faire votre particularité, c'est votre identité, votre marque à vous. Voilà, c'est d'encourager aussi dans ce sens. Et on peut voir cela même à travers Katanga. Exactement. La particularité de Katanga, c'est ça. C'est ça. C'est beaucoup plus ça. Et la culture, on a la langue, le costume, le temps. Tout ça, ça a joué en faveur de Katanga. Il y a longtemps que les gens avaient vu un film d'une telle qualité. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes malheureusement à la fin de notre émission, de notre entretien. On peut pas Non, enlever les non, cassettes. ça casse. Alors, merci à vous, Monsieur Sanfo, d'être passé sur notre plateau d'Actu Ciné. Plaisir partagé. Merci à vous pour ces échanges fructueux et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres émissions pareilles avec vous. Inch'Allah. D'accord. Merci à vous. Merci également. Je rappelle que nous étions avec M. Alassane Sanfo, ingénieur du son, fondateur de la structure Mic Cam, qui évolue dans la post-production audio des œuvres et aujourd'hui producteur et réalisateur également pour couronner le tout. Alors, chers internautes, merci à vous de nous avoir suivis également. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro d'Actu Ciné et d'ici là, portez-vous bien. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.